Dimanche 23 février, à 18h, les bureaux de vote allemands fermaient et l'avenir de l'Europe ne restait plus qu'à être dépouillé. Au terme d'une longue soirée électorale, c'est le CDU-CSU qui est arrivé largement en tête. Ces élections ont été anticipées de quelques mois, alors que la législature devait s'achever fin 2025. Mais à la fin de l'année 2024, un des membres de la coalition gouvernementale qui réunissait les sociodémocrates, les Verts et les libéraux a provoqué une crise de confiance. Les libéraux, s'opposant au plan massif d'investissement dans l'écologie, ont ouvertement déclaré la guerre à la coalition dans laquelle ils étaient. Avec le départ des libéraux, la coalition du chancelier social-démocrate Scholz a été mise en minorité et ce dernier a demandé à ce que soient organisées les élections de dimanche dernier. Les résultats de ces élections sont d'une importance cruciale pour l'avenir de l'Allemagne, pour celui de l'Europe et aussi, malgré tout, pour celui de la France. La campagne électorale a été particulièrement anxiogène. Émaillée de plusieurs attentats, elle s'est aussi déroulée sur fond d'angoisse économique. En effet, l'économie allemande est relativement apathique depuis des années, particulièrement dépendante du gaz russe et de l'amitié commerciale américaine. Depuis 2023, elle est entrée en récession. Ce climat de stigmatisation identitaire et d'angoisse économique est parfait pour favoriser la croissance de l'extrême droite qui a fait carton plein dimanche dernier. Ces élections sont d'une importance capitale et les électeurs allemands ne s'y sont pas trompés. Le taux de participation a dépassé les 83%, du jamais vu depuis 1987. Alors, quelles conséquences pour cette défaite de la social-démocratie allemande ? Quel avenir pour l'extrême droite et le conservatisme allemand ? Se dirige-t-on vers une internationale fasciste ? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans ce décryptage électoral pour Blast. Pour mieux comprendre ce scrutin et ses conséquences, il faut faire marche arrière et voir un peu ce qui s'est passé dimanche, comment les Allemands votent et ce que signifient ces résultats. Première partie, la citadelle démocratique allemande attaquée. La première chose qu'il faut savoir sur les institutions allemandes, c'est qu'elles sont bien plus démocratiques que les nôtres. Conçues en 1949, elles ont été pensées pour résister à la chute de l'Allemagne de Weimar vers le nazisme. Pour cela, elle est dotée de solides institutions fortement protégées et démocratiquement légitimes. Comme la France, l'Allemagne est un régime parlementaire. Son gouvernement est responsable devant la chambre basse du Parlement allemand, le Bundestag, renouvelé dimanche dernier. Comme d'habitude en Allemagne, ils font bien les choses, mais c'est très compliqué. Deutsche Qualität. Pour élire leurs députés, ce n'est pas comme en France. Les Allemands disposent de 2 voix. Avec la première, ils choisissent un député pour une des 299 circonscriptions, comme nous. Celui qui arrive en tête est élu directement. Avec la seconde voie, les Allemands votent pour les listes présentées par chaque parti dans leurs États. Cette seconde voie est la plus importante parce que c'est elle qui détermine la composition du Bundestag doté de 630 sièges. Chaque parti ayant reçu plus de 5% des voix au national se verra attribuer le nombre de sièges proportionnel à son score sur la seconde voie. Ces députés seront prioritairement choisis parmi ceux élus avec la première voie, puis par ceux des listes de la seconde voie pour que chaque liste reçoive le bon nombre de sièges au regard de ses résultats. On avait prévenu, c'est compliqué. Ce micmac un peu suspect donne au Bundestag une très grande légitimité. Plus de 40% des députés allemands sont directement élus par les Allemands eux-mêmes, assurant à l'institution une proximité territoriale avec les électeurs. Mais avec le système de la seconde voie, le Bundestag peut se targuer d'être beaucoup plus représentatif de la volonté des Allemands. Bien plus que notre propre Assemblée nationale. En effet, quels que soient les résultats électoraux, aucun des partis au Parlement ne se verra sur- ou sous-représenté comme on le voit souvent en France. Cette alliance de légitimité territoriale et représentativité politique fait du Bundestag une institution très puissante dans la politique allemande, beaucoup plus que notre Assemblée nationale, largement énuclée par des années de présidentialisme aveugle. Malgré ces garde-fous démocratiques solides, les résultats de dimanche dernier ne sont pas bons pour le progressisme européen. Deuxième partie, des résultats inquiétants. Le grand gagnant de cette élection est, sans conteste, le parti d'extrême droite, Alternative für Deutschland, l'AfD. Avec plus de 20% des voix, il réalise des scores électoraux comparables à ceux de Marine Le Pen au premier tour. Avec plus de 150 députés, c'est près de 70 de plus que sous la précédente législature. Un autre parti a aussi fortement progressé, Die Linke, tout simplement la gauche en allemand. Considéré comme l'équivalent allemand de la France insoumise, il a bénéficié d'un très fort investissement des jeunes et a tourné aux alentours des 9%. Il a ainsi augmenté de près de 50% le nombre de ses députés. Absents de la campagne, les Verts allemands ont perdu quelques points par rapport aux élections de 2021 et ont fini aux alentours des 12% de voix. Mais ces élections ont aussi donné de grands perdants. Au premier rang se trouve le Parti social-démocrate allemand, le SPD,
dont le chancelier Olaf Scholz avait annoncé se retirer de la vie politique si les résultats étaient décevants. Les sociodémocrates allemands ont ainsi perdu plus de 9 points de pourcentage par rapport à 2021 et près de 90 sièges. D'autres partis ont aussi perdu gros lors de ces élections, n'ayant pas réussi à passer le seuil des 5%, sans lequel aucun siège n'est distribué au parti. Les libéraux ont perdu près de 7 points pour atterrir sous la barre fatidique des 5%. On se rappelle aussi que c'est la trahison de ces mêmes libéraux qui a contraint Olaf Scholz à prévoir des élections anticipées. Perçus comme des traîtres et des opportunistes, les libéraux allemands ont été sévèrement punis par les électeurs. Ils ont disparu du Parlement. De même, l'alliance Wagenknecht n'a pas réussi à passer au national. Sa chef, du même nom que le parti, s'était présentée sur une ligne revendiquée de gauche, mais très xénophobe, reprenant des tropes nationales-socialistes inquiétantes. Ces élections ont montré l'échec de cette tentative de populisme rouge-brun. Le parti de Wagenknecht n'est pas parvenu à rassembler plus de 5% des voix. En revanche, les gagnants, les conservateurs, que les Allemands appellent Union, eux, n'ont pas eu la victoire écrasante qu'on leur promettait. Il y a quelques mois, au moment de la dislocation du gouvernement Scholz, les conservateurs étaient crédités parfois à plus de 35%. Les résultats électoraux de dimanche sont beaucoup moins reluisants que cela. En effet, les conservateurs ont stagné aux alentours des 28-29%, alors qu'ils ont massivement bénéficié du report des voix des libéraux et auraient dû percer bien davantage. Ils sont redevenus la première force politique en Allemagne, mais ils ne pourront pas faire la loi seuls, même s'ils retrouveront la chancellerie. Troisième partie. Quelles conséquences ? Quelles conséquences pour ces élections ? Alors c'est vrai, comme on l'a vu, personne n'a gagné. Mais personne n'a gagné. Mais contrairement à notre bonne vieille France, l'Allemagne, elle, fonctionne comme une vraie démocratie. Et le parti arrivé en tête sera bien chargé de conduire les négociations pour former un gouvernement. On sait que ça a l'air très original, mais en fait, il n'y a que notre président qui ne le fait pas. Le sujet n'est pas là. Ainsi, c'est sous la direction du candidat conservateur Friedrich Merz que les négociations pourront commencer. Dans cet exercice, il s'agit de dégager une majorité au Parlement, et les partis allemands y sont bien rodés. Une donnée émerge des résultats. Seule une grande alliance permettra à Merz de devenir pleinement chancelier. Sans l'alliance Wagenknecht et les libéraux au Parlement, la recette est assez simple pour Merz. Il devra négocier avec les sociaux-démocrates, seul candidat pour une coalition majoritaire. Il a annoncé vouloir aller vite et avoir un gouvernement avant Pâques, mais les tractations s'annoncent complexes. L'économie allemande inquiète la population autant que l'immigration. La campagne, plus polarisée que d'habitude, n'a pas permis que les solutions social-démocrates et conservatrices soient compatibles. Même si le SPD n'est pas en position de force, rien ne se fera sans lui. Et les conservateurs devront donc faire d'importantes concessions pour garder la main. En revanche, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pas une seule fois je n'ai mentionné l'AfD pour participer au gouvernement. Alors ça aussi, c'est quelque chose que notre président et ses sbires au Parlement ne comprennent pas très bien. En Allemagne, le cordon sanitaire est quelque chose de très sérieux. Pour vous dire, ils l'appellent Brandmauer, ou mur par feu. C'est pas un cordon chez eux, c'est carrément un mur. Et ils s'y connaissent en mur, les Allemands. Même avec la montée de l'extrême droite à des niveaux jamais vus depuis Hitler, les journaux allemands ne mentionnent jamais l'AfD dans les coalitions gouvernementales, ce qui change de notre attitude française. Assez paradoxalement, peut-être que l'Allemagne a des choses à nous apprendre pour lutter contre une extrême droite toujours plus grandissante. Je pense que ça n'est pas une bonne chose. Quatrième partie, résilience allemande, collaboration française. Fin janvier, Merz a tenté pour la première fois depuis le nazisme de mêler les voix de la droite conservatrice à celles de l'extrême droite pour faire adopter une motion très controversée sur l'immigration. Le retour de bâton a été immédiat. Ressortie de la naphtaline, la reine de fer Merkel a vivement critiqué cette stratégie, la qualifiant de césure historique, renvoyant le conservatisme allemand au danger du nazisme. Après cet essai aux conclusions très défavorables, Merz a réaffirmé qu'il ne conduirait aucune politique avec l'AfD, qui ne serait jamais un partenaire de coalition et qui serait exclu des positions de pouvoir. En effet, en Allemagne, depuis la fin du nazisme, un strict cordon sanitaire, ou pour le coup muraille anti-nazi, était appliqué aux partis assimilés à une résurrection du Parti national-socialiste. Aucun ministère et aucune fonction au sein du Parlement ne leur était confiée, même si, comme en France, de nombreux hommes politiques d'après-guerre avaient aussi officié sous le régime nazi. Exclus de la vie politique depuis des années, les partis d'extrême droite sont contraints au ministère de l'invective et de la parole verbeuse. Mais en France, depuis 2022, les macronistes ont adopté une stratégie tout à fait opposée. Avec un empressement qui inquiète, ils ont tout fait pour assurer au Rassemblement national des places au poste de direction de l'Assemblée nationale. Pour défendre cette stratégie, Macron et ses suiveurs ont revendiqué la légitimité des élus du Rassemblement national. Je combats les idées du Rassemblement national, mais un député qui est élu, ou une députée qui est élue, il a une légitimité. Il n'y a pas de sous-député à l'Assemblée nationale. Et donc je pense qu'il est légitime que ce qui est aujourd'hui le premier parti à l'Assemblée soit représenté dans les instances. Et je pense que la civilité conduit aussi, on a tous été choqués par des images, quand on se met à ne pas serrer les mains à notre député, je pense qu'on
On habitue nos compatriotes à une société où la civilité se perd. Or, comme l'exemple de l'Allemagne le montre, l'argument ne tient pas. Personne n'estime que les députés de l'AfD seraient des sous-députés, comme le dit notre président. Au contraire, les Allemands estiment que c'est d'autant plus parce que ce sont des députés et qu'ils ont donc un pouvoir qu'il faut les combattre par tous les moyens possibles. Les Allemands estiment qu'aucune collaboration n'est souhaitable, ni même possible avec leur parti d'extrême droite. Alors que chez nous, ce sont les politesses et la civilité qui sont de mise avec ceux qui cherchent à renouer avec les heures les plus sombres de notre histoire. Alors, est-ce que la stratégie du Brandmauer est meilleure ? Incontestablement, oui. Les élections, autant que les sondages, placent l'extrême droite allemande à des niveaux comparables à celles françaises. L'expérience allemande permet de montrer que le cordon sanitaire est un outil efficace pour contenir l'extrême droite. Cantonnée à la parole, l'extrême droite n'est pas normalisée. Elle n'est pas vice-présidente de l'Assemblée nationale. Elle reste dans son coin et ne bénéficie pas de l'immense machine étatique qu'elle aime tant critiquer, mais qui lui est si bénéfique. En accédant aux fonctions importantes, l'extrême droite se professionnalise et se normalise. En se professionnalisant, elle lisse son apparence médiatique. On aura de moins en moins de candidats débiles du Rassemblement national. Qu'est-ce que ça veut dire nazi ? Il faut en plus que je vous explique ce que c'est ? Non, j'invite les téléspectateurs d'aller taper sur Google. Nazi, ça veut dire le premier parti socialiste d'Hitler. Donc, vous êtes nazi. Mais cette professionnalisation les banalise. Elle les rend acceptables. Et c'est probablement une des plus grandes leçons de ces élections. L'AfD est devenue moins inacceptable en Allemagne. Elle a considérablement progressé, au point de devenir la seconde force politique du pays. Encore une fois, arrêtons-nous un instant. La dernière fois que les nationalistes étaient seconde force politique après les conservateurs, en Allemagne, c'était avec Hitler. Et si les conservateurs n'ont pas fait les scores initialement annoncés, c'est sans aucun doute que ces électeurs traditionnels se sont reportés vers l'AfD. Les néofascistes deviennent mainstream en Allemagne. Nous y sommes. Conclusion, vers l'international fasciste. Cette situation extrêmement inquiétante n'est évidemment pas due uniquement à l'affaiblissement du cordon sanitaire. Dans une ingérence qui fait la signature de leur politique extérieure, le vice-président américain J.D. Vance a vertement critiqué cette mise au banc du parti d'extrême droite. But what no democracy, American, German, or European, will survive is telling millions of voters that their thoughts and concerns, their aspirations, their pleas for relief are invalid or unworthy of even being considered. Democracy rests on the sacred principle that the voice of the people matters. There's no room for firewalls. Les nations européennes sont restées interloquées par la violence de cette ingérence dans les processus électoraux de pays considérés comme amis. Mais il est peut-être temps de changer nos paradigmes de lecture de la scène internationale. Comme le XXe siècle avait connu une internationale communiste, organisée en réseau et présente dans beaucoup de pays européens, le XXIe siècle vient de voir naître une internationale fasciste sous la férule des Poutine, Trump, Erdogan, Musk et Orban. La pression exercée par les ingérences russes est, on le sait, immense, comme l'incroyable travail de David Chavalarias l'a révélé au début de l'été dernier. Blast avait évidemment fait un entretien avec lui pour montrer comment la Russie pèse sur nos élections au bénéfice du Rassemblement national et des autres forces réactionnaires. Mais ces élections allemandes ont montré que désormais, l'ennemi est aussi chez nos amis. I believe that dismissing their concerns, or worse yet, shutting down media, shutting down elections, or shutting people out of the political process protects nothing. In fact, it is the most surefire way to destroy democracy. And speaking up and expressing opinions isn't election interference. Even when people express views outside your own country, and even when those people are very influential. And trust me, I say this with all humor, if American democracy can survive 10 years of Greta Thunberg scolding, you guys can survive a few months of Elon Musk. Si le vice-président prend tant de temps à expliquer que ce n'est pas de l'ingérence, c'est probablement parce que c'est de la très grosse ingérence. Les outils de Musk sont terrifiants. Il manipule les algorithmes pour favoriser la parole d'extrême droite et surtout la sienne. À une époque où l'information se trouve surtout sur les réseaux sociaux, contrôler ce qui s'y montre, c'est contrôler l'opinion publique. L'Allemagne est un exemple parfait des dangers qui nous guettent. Alors qu'elle est dotée de solides institutions et d'une puissante tradition d'exclusion de l'extrême droite, cette dernière réalise des scores très hauts et inquiétants. Du côté français, la République est abîmée. Ses garde-fous ont été méthodiquement neutralisés et ses institutions sont fragiles. Comme on l'a montré récemment, Emmanuel Macron a tout fait pour affaiblir le Conseil constitutionnel. Et ne pas voir que tout ça arrange les affaires du RN, c'est vraiment vouloir qu'il arrive au pouvoir. Or, en un claquement de doigts, l'Assemblée nationale pourrait être dominée par le RN. Et là, aucune des civilités souhaitées par notre président ne nous sauvera de leur griffe infernale.
Voilà pour cette fois. On se retrouve bientôt sur Dissolution pour décrypter notre actualité politique à nous. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et si vous le pouvez, de faire un don ou de vous abonner sur blast-info.fr. D'ici là, on vous laisse avec cette citation inspirante. La presse est un outil formidablement dangereux pour un homme de talent, car elle lui permet de se faire ou de se défaire en un jour. Honoré de Balzac, Les illusions perdues. You guys can survive a few months of Elon Musk.